Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc moi, je suis d'abord professeure des écoles, ensuite formatrice en INSPE et maintenant formatrice indépendante. Et j'ai toujours travaillé pour faire en sorte que chacun de mes élèves soit heureux à l'école. C'était mon challenge. J'ai été très contente de lire les programmes 2015 parce que justement, ça mettait en valeur ce que je pratiquais de façon intuitive depuis pas mal de temps. Donc là, je parle de l'évaluation positive et puis je vais rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure pour éviter de faire la confusion entre évaluation et contrôle. Pour montrer que ce n'est pas une mode ou que ce n'est pas juste une pratique faite par certains collègues, je vais d'abord m'appuyer sur les textes. Et le premier texte, c'est le référentiel de compétences des professeurs des écoles. Alors, il y a la compétence P5 qui nous demande de savoir évaluer. Et dans le titre, on voit bien qu'on nous demande d'évaluer des progrès. Donc, ça fait vraiment écho à ce qui s'est dit tout à l'heure. On évalue des progrès et on évalue des acquis. Or, la pratique habituelle, c'est de pointer les erreurs et de dire ce qui ne va pas. Or, ce n'est pas ça l'évaluation qu'on nous demande de pratiquer. J'évalue les progrès, j'évalue les acquis. Et pour ça, j'ai des outils à construire et ces outils ont un but. Le but, c'est d'évaluer les besoins, on en a parlé tout à l'heure aussi, d'évaluer donc les progrès et les degrés d'acquisition. Les degrés d'acquisition, ça me paraît essentiel parce que je ne vais pas demander à chacun de mes élèves d'atteindre le même niveau d'expertise. Et pour ça, je prends souvent une métaphore par rapport à jouer du piano. Je peux savoir jouer du piano avec un doigt. Et puis, je peux savoir jouer du piano avec 3 doigts. Et puis, je peux aussi savoir jouer du piano en plaquant les accords à la main gauche, voire en faisant des arpèges, voire en utilisant la pédale, voire en lisant une partition et peut-être en faisant des arrangements jazz. Donc, au final, ce sont des degrés d'acquisition différents, mais tous les gens qui disent « je sais jouer du piano » savent jouer du piano, mais pas de la même façon. Donc, les degrés d'acquisition vont permettre à tout le monde d'atteindre le même objectif à des niveaux différents et tout aussi efficaces potentiellement. Ensuite, le deuxième point, c'est que mes élèves sont mes partenaires. Je dois leur faire comprendre ce qu'il se passe, quels sont leurs besoins, pour leur permettre de les identifier quand ils sont petits et qu'ils ne savent pas encore. Et puis même, si je n'ai jamais été accompagnée, ce n'est pas facile de savoir identifier ses propres besoins, même adultes. Et ça veut dire que quand j'évalue, c'est d'abord à destination de mes élèves. Et si je les implique, alors je leur permets de s'auto-évaluer et donc de s'impliquer dans leurs propres apprentissages. Enfin, je communique d'abord aux élèves. C'est toujours l'élève qui est mon principal interlocuteur. Et ensuite, je communique aux parents ce que j'attends par rapport à ce qu'on nous demande dans les programmes. Donc, évaluer les progrès, oui, mais sur quelle base? C'est-à-dire, quel est le chemin à parcourir pour ne pas être dans un monde de bisounours où on va se dire bah oui, tout va bien, mais tout va bien. En même temps, on a parlé de persévérance et d'implication. Quel est l'objectif que je veux atteindre et donc quelle est l'étape d'après pour moi, même si je suis content d'avoir atteint une étape. Il faut quand même que j'ai une vision globale de mon chemin parce que quand je ne sais pas où je ne vais nulle part et c'est pas de moi, mais je ne sais plus de qui c'est. Le deuxième texte, c'est une loi, un décret. Et ce décret nous demande de faire de l'évaluation quelque chose qui a une valeur
pédagogique. Donc ce n'est pas j'enseigne ou j'évalue, c'est j'enseigne en évaluant. Et l'idée, c'est de privilégier une évaluation positive sur toute la scolarité obligatoire, c'est-à-dire de la maternelle à la troisième, à la fin du collège. Et à nouveau, dans cette loi, on nous demande d'évaluer les degrés d'acquisition et la progression des élèves. Un autre texte, le socle commun, le domaine 3, qui nous demande de faire en sorte de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est vrai que si je me vois progresser, je me sens capable et je me sens valable. Je vais vite parce que je sais que j'ai que 20 minutes. Et enfin, le seul document institutionnel qui définit ce qu'est une évaluation positive, c'est le programme de l'école maternelle. Donc c'est pour ça que je me focalise un peu dessus pour donner un semblant de mode d'emploi. Et alors la découverte, c'est que l'évaluation évalue le travail du prof. Ça, pour moi, c'était très important de le voir écrit, de le lire, de l'entendre et de le partager, parce que quand j'évalue mes élèves, ce n'est pas eux, en fait, que j'évalue. Ce n'est pas forcément leur travail, mais c'est l'efficacité de mes dispositifs pédagogiques. Et si jamais ça ne marche pas, alors c'est moi que c'est ma pratique pédagogique que je remets en question. Et là, ça change tout au niveau de mon regard et de ma perception des choses. Donc, c'est un outil de régulation dans mon activité. Bien sûr, je ne prédis pas l'avenir avec les productions de mes élèves, parce que je ne peux pas dire, lui, il sera avocat. Non, je ne sais pas, en fait, ce qui va se passer dans la vie. Et on me dit comment faire, et je n'ai qu'à observer, écouter ce qui se dit et ce qui se fait. Et en observant et en écoutant, je vais pouvoir peut-être avoir des indicateurs pour savoir ce qui est su, ce qui est compris, ce qui est confus et quels sont les besoins que je vais pouvoir déterminer. On me dit aussi que le résultat, ce n'est pas vraiment le problème, c'est le chemin. Donc on en parle tout à l'heure. S'il y a un cheminement, il y a une progression. Et cette progression va me permettre de comparer l'élève à lui-même. Je ne compare pas les élèves entre eux parce que ça veut dire qu'il y a une norme, qu'il y a une attente et que fatalement il y aura des élèves en difficulté. Je compare l'élève à lui-même par rapport aux résultats qu'il obtient au fur et à mesure de son parcours. Mais pour pouvoir comparer des résultats entre eux, il va falloir que je m'appuie sur des productions de même nature. Donc, ça ne va pas être sur toutes les productions. Tout ce qui est culturel, je ne vais pas forcément le revoir de façon récurrente. Ça va être une évaluation de connaissances et je peux le faire très ponctuellement. Mais par contre, sur des compétences, des connaissances à automatiser, alors je vais pouvoir demander à mes élèves la même tâche de façon récurrente tout au long du parcours. On me dit aussi que je dois permettre à mes élèves d'identifier leur propre réussite pour se sentir capable, pour se sentir valable, sans dire c'est bien, parce que c'est bien, c'est un jugement de valeur et je ne sais pas en quoi c'est bien. Et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir des critères de réussite très clairs et très explicites. Là, je vous propose deux productions d'élèves, du même élève, une production en octobre et une production en mai. Et en fait, on peut voir que cet élève a progressé dans
il essayait d'écrire son prénom sans modèle. Donc là, moi, je sais qu'il est en maternelle et que je veux atteindre d'en mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, c'est la formule d'aujourd'hui. Dans le domaine de l'écrit, un attendu de fin de cycle, écrire son prénom en cursive sans modèle. Et il essaye, et il essaye, et il essaye. Et en fait, il essaye régulièrement. Et moi, je vais voir si ce que j'ai mis en place au niveau de la reconnaissance du prénom, au niveau de la reconnaissance des lettres, au niveau peut-être de la conscience phonologique ou du graphisme ou de la motricité fine, je vais voir ce qu'il réussit à réinvestir. Donc, ça veut dire que j'ai un outil spécifique qui va me permettre de recueillir les productions de même nature les unes en dessous des autres. Et ça change des traditionnels cahiers qui sont organisés de façon chronologique en mélangeant tous les exercices qui se font ce jour-là. Je ne peux pas comparer quand j'ai un travail un lundi et puis le même travail le vendredi, mais qui sont complètement noyés dans une masse d'informations. Donc un premier outil, un cahier de progrès, dans lequel on va réunir les productions de même nature sous un attendu de fin de cycle clair pour montrer comment on y va. Donc je peux vous montrer dans une même classe des cahiers différents, parce que tout le monde est différent et qu'à aucun moment, je vais comparer les cahiers entre eux, mais bien les productions entre elles. Et puis, un autre outil, alors ça c'est chez les plus grands, une production d'écrit libre, et vous voyez qu'il n'y a pas de correction, c'est un écrit de travail. Ça veut dire que l'enseignant accueille ce qu'on lui propose, sans attente spécifique, juste pour être libre de jugement et simplement recevoir ce que l'enfant veut bien nous offrir, parce que c'est comme un cadeau, et lire entre les lignes pour interpréter ce que l'enfant sait, a compris et ce qui lui reste à apprendre. Donc là, dans les cycles 2 et 3, c'est la matière, le français, avec le domaine l'écriture, et toujours un attendu de fin de cycle qui est inscrit dans les programmes. L'autre chose, c'est vers un autre outil, c'est que non seulement je vais permettre à mes élèves d'identifier les différentes étapes, mais en plus, on définit des critères de réussite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces critères de réussite vont être les différentes étapes à parcourir pour atteindre un objectif commun à tous. Ce qu'il y a, c'est que plus ces critères de réussite sont nombreux et détaillés, moins la marche est haute d'un critère à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important d'adapter ces étapes aux enfants qui sont devant nous, aux gens qui sont devant nous, et de se faire aider pour les définir par les professionnels qui connaissent les troubles, qui connaissent en fait les enseignants spécialisés dont on a parlé tout à l'heure, et tous les partenaires qui pourraient nous dire, pour cet élève-là, voilà ses besoins et voilà les étapes que tu peux lui demander de parcourir. Ça veut dire que ce chemin, il a un but. C'est comme si je mets mon GPS en lui demandant l'itinéraire. Je vais demander d'abord un aperçu. Au moins, je sais où je vais. J'ai un but. Et ensuite, je vais lui dire, on y va, et il va me dire, tourne à droite, tourne à gauche, étape par étape. Mais si je n'ai pas la vision globale du chemin, je ne sais pas où je vais. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un parcours. Alors, à l'école, c'est sur 3 ans par rapport au cycle. Et donc, ça, c'est l'outil que j'ai conçu quand j'étais enseignante en maternelle. C'est ce que j'ai appelé un album de réussite. Et vous voyez qu'il y a, c'est une double page ici, il y a des critères de réussite spécifiques pour atteindre un attendu de fin de cycle. Et à chaque fois que l'élève va valider une de ces étapes, quel que soit l'ordre dans lequel il les valide, eh bien, on va dater la réussite, on va se réjouir ensemble et on va colorier le chemin.
ce qui fait qu'il y a autant de cases sur le chemin que d'étapes à parcourir. Super, j'ai du temps, je suis large. Donc voilà pour la maternelle. J'ai conçu un autre album pour le cycle 2, de la même manière, avec autant d'étapes que nécessaire pour voir la moindre réussite. Il n'y a pas de petite réussite en fait. C'est un pas pour aller plus loin. Et pour le cycle 3, ça vient de sortir, je suis très fière. À nouveau, c'est la même chose, des critères de réussite avec un chemin à parcourir. Ce qui fait qu'au final, sur les 3 ans, on va pouvoir voir l'évolution de chacun et on va pouvoir se dire, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, je n'ai pas beaucoup progressé, peut-être parce qu'il fallait que je m'adapte à l'environnement, il fallait que je comprenne comment fonctionnaient les outils, il fallait que je trouve les outils adaptés à ce dont j'avais besoin et qu'ensuite, j'ai pris mon envol, ce qui fait que je suis toujours dans l'accompagnement. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'arrêter ça. Alors, d'arrêter ça, pourquoi? Pas par rapport au smiley, mais par rapport à la main qui coche le smiley. Parce que ça veut dire que c'est moi qui juge. Et quand un enfant voit ça, il met de l'affect dedans. Est-ce qu'il a fait plaisir à son prof ou pas? Mais il n'a aucune conscience de pourquoi son prof est heureux ou pas. Donc, l'idée, ce serait d'en arriver là. Que penses-tu de ton travail? Que penses-tu de ta production? Alors, pour que l'enfant puisse répondre, il faut qu'il ait conscience des critères de réussite. Et quand j'ai travaillé avec ce système, avec des élèves de 3 ans en petite section, mes élèves n'ont plus jamais dit « j'ai fini ». Ils disaient « j'ai réussi ». Et je leur demandais pourquoi, comment ils le savaient, et ils étaient capables de me redire les critères de réussite qu'ils avaient réussi à mener à bien. Donc ça veut dire qu'il y a une implication, qu'on ne bâcle plus le travail parce qu'on n'attend pas d'avoir fini pour aller jouer. Donc ça, c'est l'exemple. En petite section, vous allez faire un coloriage. Comment saurez-vous que vous avez réussi? Et donc, il me donne 3 critères de réussite. Il faut tout colorier, il ne faut pas laisser de blanc et il ne faut pas dépasser. Le point blanc, c'est un point de colle. Et donc, l'enfant me dit, regarde maîtresse, j'ai réussi. Ah bon, comment tu le sais? Ben, regarde, j'ai tout colorié. Ben, regarde, j'ai pas laissé de blanc. Bon, j'ai un peu dépassé. Oui, mais j'ai 2. OK. Donc, c'est collé dans le parcours parce qu'il y a 2 étapes qui sont validées, ce qui veut dire que le prochain coloriage collé sera celui qui aura les 3 étapes de validé. L'idée, c'est donc de rendre les élèves autonomes et de les emmener vers une auto-évaluation. Pour ça, les 2 outils dont j'ai parlé sont toujours à disposition de mes élèves dans leur case ou dans leur casier. Ils peuvent le feuilleter quand ils veulent, ils peuvent regarder avec les copains quand ils veulent, ils savent qu'on le remplit ensemble, ce qui fait qu'il y a un retour réflexif sur le travail. Et oui, on peut avoir des entretiens individuels, même dans une classe de 30, parce qu'on peut s'octroyer du temps. Je peux m'octroyer du temps parce que je vais accueillir mes élèves en classe, je vais leur proposer du travail en autonomie sans prendre moi-même de groupe. Et quand mes élèves sont au courant de ce qu'ils réussissent à faire, alors, bon, ça, je vais passer vite parce que je n'ai pas le temps. Alors, non, je peux encore là, juste 1 minute. En fait, je voulais vous montrer juste que les attendus de fin de cycle nous permettent de différencier. Parce que là, l'attendu de fin de cycle 1, écrire son prénom en cursive sans modèle, on nous dit juste qu'il faut que ce soit en cursive et sans modèle. Mais on ne nous dit pas sur quel support, avec quel médium. Donc, un enfant qui écrit dans le sable au doigt, qui écrit au tableau, à la craie, à la peinture peut-être, il a atteint cet objectif, même si ce n'est pas sur une ligne ou entre 2 lignes. Et de la même façon pour le 2 et le 3, là, c'est, vous voyez, une demi-page, mais on ne nous dit pas le format de la page.
Et puis cohérent, bon, bah, c'est très subjectif. Et puis organisé, ben, il peut y avoir un titre et c'est tout. Et puis ponctué, il peut y avoir une majuscule et un point et c'est tout. Et donc là, je reviens à mon plancher de base, jouer du piano avec un seul doigt. Bref, quand mes élèves sont au clair, c'est eux qui peuvent accueillir leurs parents et leur faire part de leur travail et de leur réussite pour se réjouir ensemble.